Et on se retrouve en plateau pour notre deuxième table ronde dans cette matinée spéciale consacrée à la RSE dans le secteur du bâtiment et de la construction. Et donc, on va faire un petit peu le match, le comparatif entre les grandes entreprises et les plus petites pour voir comment est abordée cette problématique de la RSE, ce que ça implique en termes d'obligations. Et donc, nous avons trois invités pour cette table ronde. Faustine Schouteten, bonjour Faustine. Bonjour. Vous êtes responsable RSE et qualité du groupe Enigea. Enigea, son métier c'est ? Alors Enigea est un groupe qui fait de la location d'espaces sanitaires mobiles, et donc notamment pour tout ce qui est chantier BTP avec la marque VCLoc. Donc on va apporter des solutions d'hygiène sur les chantiers. Christophe Bachmann, vous c'est l'ETI Actibac. Actibac, quel est le métier d'Actibac ? Actibac, c'est le métier de l'entretien des bords des routes, c'est faire une belle France et contribuer à votre sécurité tous les jours. Alors, 700 personnes ? Non, 300 peut-être. 300 personnes, pardon. 750, c'est Faustine chez Enigea. Et alors Didier Thévenard, directeur matériel de Vinci Construction. Vinci Construction, pour vous donner un idée, c'est vous un petit peu la grosse entreprise aujourd'hui ici là. Il paraît, oui. Ouais. Combien de salariés Vinci Construction ? Vinci Construction, 120 000. 120 000. Voilà. Alors justement, j'aimerais bien que vous nous racontiez chacun finalement cette problématique de la RSE, comment vous l'avez approchée. Faustine Schouteten, commençons par vous, puisque vous êtes responsable RSE. Voilà. Et nous au sein du groupe Enigea, en fait, c'est venu de la direction. Donc on a une forte poussée au niveau de la direction de pousser vers la RSE. Et on a aussi nos clients, donc notamment les majors du BTP, qui nous forcent à avancer avec eux. Donc on leur propose des solutions par exemple d'hygiène avec moins d'eau, donc des toilettes, on loue des toilettes qui vont consommer moins d'eau. On essaie de réduire bien évidemment notre empreinte carbone et du coup la leur. Donc on peut par exemple leur apporter des rapports avec les tonnes de CO2 qu'on a consommées pour leur chantier. Et on s'adapte vraiment avec eux et aussi en interne avec nos salariés pour avancer ensemble et développer cette RSE avec vraiment une envie de la direction et des employés de développer cela. Alors, chez vous, ça comprend quelle dimension ? Parce qu'on l'a vu, la RSE, c'est multiforme, c'est des économies d'énergie, c'est moins d'émissions de carbone, mais c'est aussi des relations différentes, peut-être au sein de l'entreprise et avec les partenaires de l'entreprise. Oui, alors nous, on a créé, notamment ce qui a bien structuré notre politique RSE, c'est notre comité impact. Donc on a créé avec un de nos investisseurs qui s'appelle Généo, un comité avec des personnes de leur société et de la nôtre, pour vraiment structurer notre politique en 4 axes, donc tout ce qui est réduction de l'eau, réduction de l'impact carbone, valoriser les déchets, on peut valoriser en fait nous l'urine principalement, et enfin développer la qualité de vie au travail. Et nous on a aussi un impact sur apporter des solutions d'hygiène partout et pour tous, donc par exemple pour les femmes sur les chantiers, on sait qu'il y a de plus en plus de femmes, donc on va proposer une deuxième cabine pour que les femmes aient leur propre cabine, on va faire du matériel spécifique, on peut avoir un compartiment homme, un compartiment femme. Donc c'est vraiment ce comité qui nous a structuré et qui permet avec des objectifs définis, d'intégrer les collaborateurs et de les impliquer dans cette démarche. Christophe Bachmann, chez Actibac, comment on s'est emparé du sujet RSE ? Ça fait 20 ans que nous sommes conscients que les accotements routiers, entre autres, qui représentent 2 millions d'hectares globalement en France. 2 millions d'hectares ? Oui, c'est à fort impact. Donc on a tout identifié. Du risque incendie à la gestion de l'eau. C'est quoi vos petites fiches là ? C'est les impacts du métier. D'accord. Et donc on travaille tous sur ce sujet depuis des années pour les mesurer, les quantifier, en définir les causes. Et avec les parties prenantes, les acteurs du territoire, on essaie de travailler ensemble dans cette démarche qualité étendue qu'est la RSE, quoi. C'est tout simplement ça, c'est vraiment un engagement. Didier Thévenard, dans un groupe de la dimension de Vinci Construction, comment on impulse finalement ce... Est-ce qu'on peut parler de virage en fait ? C'est même pas sûr. On parlera plus de trajectoire que de virage. Ouais. On fixe des trajectoires dans chaque domaine de RSE. Depuis longtemps, on a depuis plus récemment pris des gros engagements sur les sujets RSE et plus particulièrement sur tout ce qui concerne l'environnement et on est partenaire avec les entreprises pour progresser. Les enjeux, c'est surtout l'impact CO2 de l'entreprise, parce que ça c'est le premier impact, c'est celui qui intéresse aujourd'hui beaucoup de gens, et on voit bien au travers de salons comme celui-ci
toutes les entreprises se sont tournées vers des matériels avec de basse consommation ou pas de consommation ou du matériel électrique. Donc c'est l'enjeu principal, c'est le CO2. Derrière la biodiversité, on retrouve les mêmes thématiques. J'ai récupéré moi-même aussi des petites fiches ce matin parce que je les lisais en arrivant et je trouve que c'est très bien parce que c'est ça que ça nous apporte. Il y a la biodiversité, puis l'eau. Le troisième sujet, c'est l'eau. Et l'eau est le troisième impact. Alors on les prend dans l'ordre, il n'y a pas. C'est pas un ordre d'importance, mais dans l'ordre aussi de notre capacité à les absorber. Le premier étant celui du CO2, et puis derrière la biodiversité et l'eau au même niveau. Et je pense que ces trois enjeux-là, une fois qu'on les aura bien appréhendés, on aura appréhendé une bonne trajectoire environnementale. Il y a un autre enjeu qui est, j'allais dire, l'impact RSE global des chantiers sur leur environnement. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, le fait qu'il faut des chantiers moins bruyants, plus propres. Par exemple, comment vous allez faire demain pour tous les chantiers en centre-ville, quand on voit par exemple toutes les contraintes qui vont être imposées pour pouvoir travailler demain en centre-ville, accéder au centre-ville? Alors, la trajectoire environnementale nous accompagne vers cette acceptabilité des chantiers. En fait, en travaillant les machines électriques, en travaillant l'acceptabilité des chantiers au niveau des émissions, on va vers des sujets. En fait, on a découvert que les sujets d'acceptabilité allaient presque plus vite que les sujets de décarbonation. Quand on prend une machine électrique ou un ensemble de machines électriques, par exemple, et on a déjà fait des chantiers entièrement électriques, 100% électriques, en même temps, on règle les autres sujets. On règle le problème d'acceptabilité du chantier, on règle le problème de nuisance sonore. En fait, l'enjeu CO2, il règle beaucoup d'autres sujets. Donc c'est ça qui est très intéressant parce que les sujets connexes, ils sont automatiquement réglés avec l'enjeu CO2. Moi j'avais une question sur la difficulté presque, alors pas matérielle, mais je veux dire, la RSE c'est par exemple beaucoup de données, c'est beaucoup de normes. Est-ce que c'est pas plus difficile quand on est une PME que quand on est un grand groupe finalement d'y arriver? Moi je reste sur ce chiffre en France aujourd'hui. Vous n'avez qu'une PME sur 10, par exemple, qui a un plan de décarbonation et vous avez une proportion à peu près identique de PME qui sont capables d'identifier véritablement leurs émissions de CO2. Donc, est-ce que c'est pas plus difficile quand même pour une petite entreprise? La plus grande difficulté... Excusez-moi, je me permets, mais la plus grande difficulté, c'est pas forcément de mesurer, mais mesurer quoi? Aujourd'hui, nous attendons... les indicateurs qui seront retenus au niveau européen, les formules mathématiques qui nous permettront après de nous aligner entre nous et de déployer cette démarche qualité. Mais aujourd'hui, personne n'a le même, donc c'est vrai que c'est compliqué d'investir dans un système où vous n'êtes pas sûr d'avoir le bon. C'est moi la problématique, elle est là. Comment, entre le donneur d'ordre, le prestataire, le constructeur, le loueur, le financeur, nous arrivons à avoir le même langage, les mêmes indicateurs, afin par exemple de marketer correctement nos produits. Ça, c'est la question du jour, la notion de filière et de compréhension entre nous. Faustine Schoutetten, vous rencontrez ce genre de problème également? Je pense que déjà de base il faut les bons outils. Alors c'est vrai que nous on a la chance d'avoir une DSI qui est vraiment impliquée, donc on a vite eu des indicateurs et on calcule vite des choses avec notre ERP. Maintenant, il faut savoir les bons indicateurs, les cibles qu'on se fixe. On a aussi on se réunit en fait avec les acteurs aussi du métier. Nous, on a une petite commission, donc on travaille avec une commission de développement durable. On travaille ensemble. On essaie de communiquer les bonnes pratiques. Après, c'est sûr que c'est de la mise en place. Est-ce que c'est plus facile dans un grand groupe ou dans un petit groupe? Je me dis que dans un petit groupe, peut-être que l'information passe un petit peu plus rapidement aussi, donc on peut plus impliquer les gens. Mais oui, c'est du travail. On a aussi des acteurs qui nous accompagnent. On peut être suivi. Ce domaine de la RSE est quand même... on a beaucoup d'accompagnement possible. Donc je pense que c'est possible, mais maintenant, c'est pas le plus facile. Oui, mais par exemple, on voit que adopter des pratiques RSE, ça demande par exemple de faire des essais, des expérimentations. Est-ce que Didier Thévenard, Vinci Construction, c'est quand même pas plus facile finalement pour un grand groupe? Alors, sûrement qu'on a une masse qui nous permet de mettre en place des choses, et quand on entend parler d'outils SI et d'outils de data, c'est sûr que quand on développe un outil de SI et un outil de data, quand on le développe pour une masse, il s'amortit plus vite.
Après, ce qui est compliqué, c'est la taille. La taille, c'est compliqué aussi. Et l'internationalisation des entreprises, c'est compliqué. Parce que quand on dit il n'y a pas de normes, il n'y a pas de normes françaises, il n'y a pas de normes européennes, il n'y a pas de normes mondiales, il y a surtout des pratiques, des sources énergétiques, des facteurs d'émission qui changent d'un pays à l'autre, voire en Europe. L'énergie, par exemple, électrique, carbonée ou non carbonée, quand on parcourt toute l'Europe, elle est complètement différente. Donc on a des facilités à mettre en place des choses ou à mettre en place des essais et à mettre en place des outils, mais on a la difficulté de rencontrer des pratiques et des sources énergétiques qui sont complètement différentes d'un continent ou d'un pays à l'autre en Europe. Alors aujourd'hui on est en France, l'unité française c'est assez simple. C'est pas la plus compliquée parce qu'on a quand même une électricité relativement décarbonée, on a des facteurs d'émission qui sont clairs, on a l'ADEME qui nous accompagne beaucoup sur les facteurs. Vous dites que c'est pas le pays le plus compliqué dans lequel travailler et avancer vers cette démarche. Oui, moi je trouve que la démarche est bien prise par la France et que les organisations gouvernementales et toutes les organisations syndicales nous accompagnent énormément et essayent de mettre des facteurs ou des méthodes de calcul qui sont assez homogènes. Donc on est un peu... Et où est-ce que c'est le plus compliqué alors ? Il y a des territoires asiatiques ou d'Amérique latine ou de choses comme ça où finalement la découverte se fait au fur et à mesure en marchant et l'intérêt des grands groupes ou l'intérêt des entreprises françaises, c'est aussi d'amener ce savoir-faire. On a une masse. Alors j'en profite parce que vous êtes dans le monde entier. Est-ce que vous diriez plus généralement que c'est en Europe que la démarche RSE est la plus avancée ? Alors, je dis pas que c'est la démarche RSE est avancée, mais c'est toujours l'Europe est assez pionnière dans la normalisation, est assez homogène. Donc finalement l'Europe ça a un gros avantage, c'est que ça amène des choses assez standards sur une masse où il y a des constructeurs et des grandes entreprises qui fait qu'on crée une masse critique et qui peut s'exporter quoi. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut exporter de l'intelligence. Christophe Bachmann, sur cette différence de normes, vous avez un petit signal d'alarme à tirer en disant attention, les différences par exemple normatives entre pays, est-ce que c'est pas finalement un prétexte commode pour remettre un peu de protectionnisme dans tout ça ? Alors la norme a pour avantage d'éviter le protectionnisme, la norme en tant que telle. Ce qui est déclaration extra-financière, label, c'est autre chose. Les déclarations extra-financières, elles sont là, tout est variable d'un pays à l'autre. Par contre, pour rebondir sur la discussion qui est faite à l'export, même pour des PME comme nous, on voit bien que ça ruisselle, hein, comme on dit, par aussi les mécanismes de taxonomie. Toutes ces entreprises qui sont cotées, qui vont chercher du financement, aujourd'hui ils l'alignent sur les déclarations CSRD et ça descend partout. Je reviens du Brésil, c'est les mêmes demandes ESG, c'est les mêmes déclarations. Donc c'est une démarche qui est en train de descendre pour tous les acteurs, je pense sur tous les territoires. Faustine Chouteten, vous êtes présente dans combien de pays ? Alors nous, le groupe Enigea, on est présent en Europe, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Belgique, au Luxembourg, et en France bien évidemment. Et on a aussi une antenne au Canada. Et donc, comment vous naviguez, comment vous voyez les différences entre... Alors nous, on navigue beaucoup en France au départ, et ensuite on va aller exporter les bonnes pratiques dans les pays. On a cependant, donc la France est certifiée ISO 9001, 14001, donc 14001 il y a l'environnement pour le côté RSE depuis maintenant 5 ou 6 ans. L'Italie est certifiée 9001 et puis en fait on va mettre en place d'abord en France puis exporter sur nos métiers et nos pays. On fait un petit peu les essais en France pour développer ensuite. Est-ce que la RSE, cette démarche RSE, est-ce qu'elle a un coût ? Oui. Christophe Bachmann. Oui, mais c'est un coût, mais à prendre comme... C'est un coût ou c'est un nain, ou vous vous dites... C'est un investissement. C'est un investissement, c'est une démarche qualité étendue à notre environnement.
à nos proches. Donc, et une démarche qualité n'a que rarement tué une entreprise. Donc je pense que si on le saisit en opportunité, il faut y aller, quoi. Moi, j'ai aucun regret. Je pense aussi au niveau de l'employabilité. Nous, on recrute énormément et sur les derniers recrutements qu'on a fait, par exemple, notre rapport RSE revient à chaque fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes qui vont postuler à des offres vont aller chercher à savoir qu'est-ce qui est mis en place par les sociétés dans lesquelles elles vont travailler. Et ça joue beaucoup sur les recrutements. Didier Thévenard, ça joue aussi sur les recrutements. Est-ce que vous avez les mêmes difficultés à recruter tous On a tous des difficultés, toute la filière a des difficultés pour recruter. Et justement, c'est très intéressant de montrer ce qu'on sait faire et comment on le fait. Oui, aujourd'hui, nos jeunes, dans tous les couches de l'entreprise et dans l'encadrement, sont extrêmement sensibles à notre démarche environnementale, à notre démarche RSE, à comment on appréhende. Ils ont envie d'aller dans les entreprises où il y a un sens au travail et un sens à l'entreprise. Et c'est vrai que je suis assez d'accord, c'est une vraie opportunité. C'est pas une contrainte. En fait, le mot contrainte, je crois qu'il faut le bannir, on est assez d'accord. C'est une vraie opportunité, parce que c'est une opportunité de business aussi. Nous aussi, on va faire des métiers, et le métier de l'entretien des routes, là, on l'a en face de nous. Sans la RSE, il n'y a pas de métier, quoi. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de biodiversité, il n'y a pas de nettoyage, il n'y a pas d'économie de l'eau. Il y a tout un tas de métiers qui sont en train de se créer ou en train d'en devenir grâce. C'est une vraie opportunité d'aller vers la RSE et de comptabiliser, de présenter nos métiers tels quels. Ça a une forme d'attractivité et puis ça va développer du business, ça va développer de l'activité. Ça développe de l'activité. Alors sur un autre aspect qui est l'aspect relation avec les parties prenantes, les fournisseurs, etc. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Est-ce que vous abordez différemment les relations avec vos fournisseurs, par exemple, et vos clients aussi? Ça fait 20 ans qu'en tant qu'entreprise familiale présente sur les territoires, nous sommes engagés pour les territoires. Alors là, nous mettons un terme RSE sur ce qui nous paraissait être du bon sens. Mais c'est peut-être le fait d'être un peu paysan d'origine ou lié à la nature de par notre métier. Donc, oui, on est en train de mettre des indicateurs sur nos bonnes pratiques, ce qu'on faisait bien. Sans le savoir, comme disait M. Jourdain. Voilà, ça aide à formaliser, à valoriser ceux qui travaillaient déjà bien, je le dirais. Mais c'est du formalisme sur quelque chose qui devrait être fait depuis un bout de temps, parce que nous sommes quand même sur une planète limitée. Faustine Schuteten. Oui, je pense que ça permet de développer les échanges. Donc, sur tout ce qui est amont, donc la partie achat, bien évidemment, on va aller challenger nos fournisseurs. On va aller les titiller un peu pour produire de manière plus durable. Et après, je pense que ça développe aussi le dialogue avec les clients, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de partage d'informations. En fait, eux, ils vont avoir besoin de nos infos, nous, on va avoir besoin des leurs, notamment pour établir nos bilans carbone. On est obligé de communiquer davantage de bonnes pratiques, de chiffres. Donc l'un dans l'autre, en fait, je pense que ça nous permet aussi d'améliorer ce dialogue et ensemble s'améliorer. Didier Thévenard, dans un grand groupe comme Vinci Construction, alors bon, vous savez que les grands groupes, ils ont toujours un peu la réputation d'être un petit peu durs avec leurs entreprises plus petites avec lesquelles ils travaillent, avec leurs sous-traitants, et leur mettre un peu la pression. Est-ce que ça a changé ou est-ce que c'est toujours pareil? Moi, je trouve qu'on ne mettait pas trop la pression. On est plutôt dans une construction de partenariat durable. Les entreprises, les fournisseurs, ils sont tous ici. Ils sont de moins en moins nombreux. Ils sont de plus en plus concentrés aussi. Donc, ils sont de plus en plus gros aussi. Donc, on n'a pas de lutte de taille. Chacun a sa taille. Quand je vois les entreprises qui sont représentées au niveau de la fourniture de matériel ou de la fourniture au sens large, la concentration s'est faite. Les entreprises, elles ont du poids, elles ont leur structure, elles ont des gens au RSE aussi, elles ont les mêmes ambitions. On les partage plus qu'avant. Voilà. C'est plus du partage de savoir, c'est plus du partage de connaissances. Quand tu disais on le faisait bien et on l'avait pas écrit, on le faisait bien, on l'avait pas écrit.
on le fait de mieux en mieux, on le formalise et nos clients et nos partenaires nous accompagnent sur cette formalisation. On ne peut pas le faire tout seul. Donc on le fait ensemble et moi je trouve que c'est un vrai accélérateur, ça accélère le partenariat. Il n'y a plus de relation de fournisseurs et de clients parce qu'il n'y a pas que le prix dans la fourniture, il y a tout cet ensemble qu'on a derrière de RSE et donc du coup on va sélectionner les fournisseurs sur des sujets sur lesquels on n'allait pas les chercher avant, sur le sujet de la prévention des risques, sur le sujet de l'environnement et puis finalement c'est un ensemble de notations entre guillemets comme nous on pourrait être noté aussi par nos clients qui fait que on va choisir le bon fournisseur, celui qui sait bien faire. Donc ceux qui ne prendront pas le virage de la RSE, et vous l'avez dit juste avant, ne seront plus là dans quelques années. Ils seront plus là s'ils ne prennent pas le virage. Alors un point, voilà, on a évoqué sur les salariés, sur la ressource humaine, l'attrait finalement de la mise en avant de la RSE, notamment dans les recrutements, donner du sens, etc. Mais une fois que vos salariés, vous les avez, qu'est-ce que ça change pour vous, la RSE? Qu'est-ce que ça signifie en matière d'organisation du travail? Par exemple, d'horaire de travail, de temps de travail. Et ma question est large, c'est de la semaine de 4 jours jusqu'à la façon dont vous organisez les espaces de travail. Qu'est-ce que ça a changé, Christophe Bachmann? Alors, large question. Nous, on fait de l'inclusion, de l'insertion, de l'alternance depuis des années. On est à 8% des collaborateurs qui sont partis, qui reviennent. À 8% des collaborateurs qui sont allés voir ailleurs à un moment reviennent. Donc, honnêtement, ils reviennent sans la semaine de 4 jours. Par contre, se sentir utile à quelque chose, contribuer au territoire, comme on le disait, la question de sens, oui. Leur offrir des projets, des capacités de se développer, oui. C'est sûr qu'on va aménager un petit peu les horaires, toutes ces choses-là, mais on avait mis en place des berceaux, des crèches il y a 20 ans. Il n'y a pas besoin d'avoir une démarche RSE pour essayer de garder ces collaborateurs qu'on a formés, dans lesquels on a investi, qui partagent une richesse avec nos clients. C'est peut-être un autre monde que je ne connais pas, mais je pense que la RSE, c'est du marketing, de ce qu'on devrait faire. C'est de l'emballage sur quelque chose qu'on aurait dû faire depuis bien longtemps. Voilà, je me permets, Oui, donc en fait, si on vous écoute, vous dites finalement, il y a beaucoup de bon sens dans la forme j'allais dire presque de capitalisme un peu durable, etc. qu'on a mis en place. Je crois que c'était la fin c'était terminé. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et vous dites finalement on essaye de formaliser tout ça, de théoriser tout ça, alors que c'est des pratiques qui devraient exister. Faustine Chouteten, chez NIGA, ça se passe comment en termes, je sais pas, de rémunération, d'organisation du travail? Je pense que la RSE permet de donner du sens, c'est-à-dire que ça permet de donner du sens aux gens qui travaillent. On a mis une rémunération variable par rapport à nos critères du comité impact. Donc on commence à moduler les rémunérations avec ces critères d'impact sur les économies d'eau, sur les économies de carbone. Ouais. Et après, nous, c'est 70% de nos salariés, c'est des chauffeurs vidangeurs. Donc au niveau des amplitudes horaires, malheureusement, on ne peut pas trop jouer sur la semaine de 4 jours actuellement. Par contre, on va faire en sorte qu'ils soient dans un environnement de travail agréable. On va toujours améliorer les camions. On a un carrossier qui est en interne, donc on va améliorer surtout leurs équipements de travail. Et on a aussi nos bâtiments, parce qu'on a des ateliers où on va aussi faire de l'amélioration sur le confort des bâtiments. On a par exemple une usine de production, on a fait tout un système acoustique pour pas qu'ils aient trop de gêne au niveau de l'auditif. Didier Thévenard, la RSE, ça change quoi dans le quotidien de vos salariés? Alors je suis assez d'accord sur le fait que depuis longtemps on était sur les sujets RSE sans le savoir. Mais on les a tous appréhendés, que ce soit l'inclusion, que ce soit la diversité, que ce soit l'environnement. On les a tous quantifiés, on les a tous écrits aussi et on les formalise très très bien. De toute façon, on n'a pas de choix. On s'adapte aussi
à la jeunesse qui nous entoure aussi. Hein. On formalise aussi les choses dans nos entreprises. Si on veut que les gens restent chez nous, il faut qu'on soit leader, qu'on soit exemplaire. Et donc, c'est pas nous qui faisons la règle. Hein. La règle, elle se fait par le monde qui nous entoure. C'est tous les salariés, toute la jeunesse, toutes les attentes du monde qui est autour qui créent ces règles-là. Donc, on ne fait que s'adapter finalement. On s'adapte globalement aux attentes des parties prenantes qui sont autour de nous, que ce soit nos salariés, nos clients ou les donneurs d'ordre. C'est de l'adaptation, c'est de l'adaptabilité de l'entreprise qu'on est en train de jouer, hein, c'est ça. Hein. Pour terminer, Christophe Bachmann, qu'est-ce qui vous perturbe le plus, ou qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans cette transition RSE ? La lenteur à laquelle les indicateurs reconnus au niveau européen se mettent en place. Entre les débats en normalisation produit et les débats taxonomie ou déclaration extra-financière, il est urgent d'aligner tout ça, sinon nos éditeurs de logiciels, nos financeurs et autres organismes vont s'y perdre, et nous avec. Donc surtout on va perdre beaucoup d'énergie au lieu de se consacrer cette énergie à l'innovation ou à nos clients, nos territoires. Faustine Schuteten, vous, oui, même question, le fait qu'un domaine qui était plutôt dédié aux bonnes pratiques et au volontarisme devienne un peu plus cloisonné, avec un peu plus le côté bâton qui arrive avec des collectes de données énormes qui vont nous être demandées prochainement. Voilà, est-ce que ça ne va pas bloquer les bonnes choses qu'on faisait déjà sans forcément les suivre, poursuivre des choses qu'on ne fait pas forcément. Oui. Ça va être dur de compiler l'envie de bien faire et le cadre à respecter. Et à retranscrire. Cette avalanche allez, appelons ça à l'ancienne, on appellerait ça de la paperasserie, de formalité. Ça, c'est quelque chose qui va pénaliser. C'est nécessaire. Pour une fois, la donnée, si elle est bien utilisée, sera utile à nos territoires pour modéliser tous les impacts de manière factuelle. Et arrêter de se dire, moi je fais bien, vous faites bien, lui il fait bien. Non. Aujourd'hui, on a ce débat-là. Le chiffre et la data devra permettre de discuter factuellement sur le territoire. Saisissons-le, plutôt que d'essayer de repousser l'échéance. Là, l'Europe a fait quelque chose, une approche systémique. De toute façon, c'est lancé, accompagnons-le. Apprenons à surfer sur ce tsunami normatif. Didier Thévenard, là, on voit que finalement, pour quand même la PME, c'est plus dur, c'est plus compliqué. C'est dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde. On a des masses. Je dirais une chose et son contraire. Je dirais on va pas assez vite et on va trop vite. On va pas assez vite parce que globalement on s'est fixé des échéances très très rapides. Tout le monde parle de 2030, 2040, 2050. On est en 2024. Donc 2030 c'est 6 ans. 6 ans à l'échelle d'une entreprise, quelle que soit sa taille, c'est monstrueux. C'est-à-dire on a mis 50 ans à prendre conscience des choses de la RSE en allant de la prévention jusqu'à l'environnement. Au bout de 50 ans, je dirais en 2020, on a dit d'un seul coup, il faut qu'on ait tout fait pour 2030. Donc on va trop vite. Bien sûr qu'on va trop vite. Les gens n'ont plus le temps de suivre. On voit bien que même tous les fabricants de machines et des choses comme ça ont du mal. Le développement industriel, c'est 36 mois et on fait rien. Et finalement, dans 6 ans, on doit avoir tout fait. J'entendais dans la séquence précédente que globalement on allait accélérer vers la fin. On pense toujours ça. C'est comme le coureur. Il pense qu'il a de la réserve et que sur les 100 derniers mètres, il va battre son record. Là, on est en train de se dire en 2024, on a encore 6 ans devant nous. On va rattraper le temps perdu à 2030. Je pense que peut-être qu'on arrivera à rattraper le temps perdu, peut-être qu'on n'arrivera pas. Au moins, on aura fait la course, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. On est en train de faire la course. On va trop vite parce que la course est difficile et on va pas assez vite parce qu'on voit la ligne d'arrivée qui est assez près. Donc c'est ça l'enjeu, c'est d'aller suffisamment vite pour être lisible à fin 2030, 2040 et 2050 et puis ne pas aller trop vite pour pas faire de bêtises. Pour éviter la sortie de route. Ouais, pour éviter la sortie de route et c'est ça l'enjeu. Merci beaucoup à tous les trois, Christophe Bachmann de Actibac, Faustine Schuteten de Enigea et Didier Thévenard de Vinci Construction.